Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. C'est votre rendez-vous du mardi matin, 9 heures en live. C'est votre rendez-vous pour faire le plein de caféine, mais pas que. Partage de bonnes pratiques, parcours inspirant, moment de partage au rendez-vous de cet Expresso de Rassemblimo tous les mardis matins à 9 heures. Faites-nous, comme d'habitude, un petit coucou dans le chat pour nous dire que vous êtes avec nous ce matin. Petite règle d'usage que je vous répéterai encore une fois tout à l'heure, cliquez bien sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo pour autoriser Facebook à afficher votre nom et votre photo de profil à l'écran lorsque vous nous interrogerez. Ce café Ori qui nous dit bonjour à tous les deux. Hop. Salut Ori. Salut à tous, voilà, je vois que ça grimpe, ça fonctionne Bonjour. Comme il faut. Salut Marielle. Alors, ce que je vous propose, salut Nathalie, coucou pour une fois en direct. C'est vrai Nathalie, on n'a pas l'habitude de te voir pendant le direct. Salut Nathalie. Voilà, allez, faites-nous un petit coucou. Je vois qu'on a les fidèles parmi les fidèles qui sont là ce matin. Et donc, cliquez bien sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo parce que sinon, ben voilà, ça me dit que vous êtes Facebook user. Et Facebook user, je ne sais pas qui c'est. Donc, pensez bien à cliquer sur le lien dans le descriptif, comme ça on peut afficher, comme pour Marie-Pierre par exemple, votre nom et votre photo de profil. Salut Marie-Pierre, salut Joël. Tiens, on a le réseau, petit clin d'œil, on a quand même le réseau Homeland Transactions, particulièrement représenté dans les commentaires. Mon petit doigt me dit quand même que c'est un symbole vu que c'est un réseau qui est dirigé par Émilie Viala. Et peut-être que le sujet du jour est particulièrement pertinent pour le réseau Homeland Transactions. Allez, je ne vous fais pas patienter plus. Je vais proposer, salut Edith, salut à tous, je afficherai vos commentaires au fur et à mesure. Je vais demander à mon invité du jour de se présenter sans plus attendre. Marielle, je suis super content de te recevoir ce matin, comme tu t'en doutes, mais je te le redis. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les conseillers et conseillères qui ne te connaîtraient pas encore? Bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien pour l'invitation parce que c'est toujours un honneur pour moi de donner la parole aux femmes. Donc, je suis agent immobilier depuis toujours, depuis 17 ans exactement. Je n'ai toujours fait que ça. Mais je suis surtout une femme entrepreneuse et j'ai entrepris pendant 17 ans à différents niveaux. Et aujourd'hui, je me voue une vraie passion pour l'entrepreneuriat au féminin parce qu'il y a une vraie utilité à intégrer davantage de femmes dans ce milieu-là. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai consacré et dédié mon activité aujourd'hui à ça en tant que formatrice et coach. Du coup, Marielle, ce que je te propose, c'est que le temps que les uns et les autres continuent de nous faire un petit coucou, c'est de passer en revue peut-être ton parcours, parce que tu disais, 17 années, on va essayer de les condenser en 3, 4, 5, 6, 10 minutes s'il le faut. Donc, tu as démarré comme conseillère en agence. Exactement. J'ai commencé avec un parcours très classique dans le cadre d'un BTS profession immobilière en alternance. Ouais. J'ai tenu à le faire en alternance parce que moi, je voulais d'ores et déjà apprendre le métier en pratique, en réel, en factuel. Donc là, on est quoi, en 2004-2005? Ouais, c'est ça. Okay. Tu connais bien mon âge. Non, j'ai pas, alors, tu vois, non, tu as dit il y a 17 ans. Et donc il y a 17 ans, c'est 2004-2005. Moi, j'ai rien dit d'autre. Exactement. Moi, j'ai démarré en 2006. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, c'était 2004. Et puis, j'ai terminé mes études en 2006. Je suis restée dans l'agence pour laquelle je travaillais lors de ma deuxième année. J'y suis restée 7 ans. Ouais. J'ai fait mes armes en fait. Clairement, j'ai appris tout ce que je devais apprendre du métier de conseillère. En réseau ? C'était en réseau ? Non, c'était une agence indépendante qui s'est énormément développée. Quand je suis arrivée, on était 4 et quand j'en suis partie, on était 52. Donc, c'était énormément développé et aujourd'hui, c'est devenu un réseau de mandataires. Ok. Donc voilà, sur le national. Et puis, j'ai tout de suite voulu évoluer. Enfin, tout de suite, au bout de 7 ans, ça me semblait plutôt correct. J'ai ressenti en tout cas l'élan de vouloir évoluer. Lui n'a pas voulu. Donc, j'ai été assez rapidement frappée par ce plafond de verre. Et moi, ça m'a énormément frustrée. J'ai horreur du non. J'ai horreur du « c'est pas possible », c'est pas dans mon vocabulaire. Et je lui ai dit, écoute, je te préviens, je vais partir, mais je vais faire d'autres choses. Je ne vais pas aller travailler dans une autre agence.
Et un an après, j'ai créé ma propre agence sous l'enseigne d'un grand réseau national franchisé. Et à ce moment-là, j'ai 23 ans. Donc, je suis extrêmement jeune. Et là, je suis extrêmement, on va dire, comment c'est le terme, mise en avant, enfin, je trouve plus, exposée, voilà. Et à ce moment-là, je suis extrêmement exposée et beaucoup de critiques. Voilà, une jeune femme plutôt mignonne, une petite blonde, non, elle ne peut pas réussir, non, elle ne peut pas y arriver, elle va se planter, etc. À 23 ans. À 23 ans, ouais. Donc, j'ai dû montrer. J'ai dû montrer de quoi j'étais capable. J'ai dû aussi montrer que je savais taper du poing sur la table, que je ne me laissais pas faire, que je prenais ma place, que je créais ma place. Et j'ai très vite prouvé que ma place, elle était là et qu'il n'y avait pas de sujet, en fait. Et que, voilà. Donc, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir. J'avais fait volontairement un an après mon inauguration parce que je voulais faire une inauguration avec des résultats. Je ne voulais pas juste faire un événement pour l'ouverture. Je voulais fêter déjà nos performances et nos réussites. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de gens sont venus me voir en disant bah, tu as bien fait de la faire un an après parce que quand tu as ouvert, on n'y a pas cru. On n'a pas cru en toi. Donc, j'ai appris beaucoup, encore plus pendant les 5 années où j'ai dirigé, piloté et développé ma boîte. Donc, j'ai jusqu'à 11 conseillers en immobilier plus une assistante. Et puis, quand j'ai vendu pour intégrer le fichier AMEPID national en tant que consultante, j'ai eu en charge 450 agences immobilières sur le sud-est de la France. Ouais. J'ai pris ma petite voiture et puis je pensais aux réunions patrons, il allait avoir autant de femmes que d'hommes, puisque je m'étais créée à 23 ans. Donc, et en fait, pas du tout. Est-ce que c'est un, pardon, je te coupe, c'est un biais de, on dit quoi, c'est un biais de réalité? C'est-à-dire que ta réalité à toi, tu t'étais dit, ça doit être la norme. C'était ma norme. En fait, je me suis dit, si moi je l'ai fait à 23 ans, tout le monde peut le faire. Enfin, franchement, je n'étais pas plus prédestinée qu'une autre pour pouvoir le faire. Par contre, c'est vrai que j'avais ma détermination, j'avais aussi le sens profond auquel je donnais à ma mission. Et c'était ça, en fait, qui m'animait. Et pour la petite histoire, et ce qui est très important, c'est qu'avant même de créer cette entreprise, je me souviens très bien, alors j'ai créé l'entreprise en 2011-2012. Et il faut remettre un peu les choses dans le contexte. C'était un contexte très difficile pour les agences immobilières. Oui. Il y avait plus d'agences qui fermaient qui ouvraient. Et moi, volontairement, j'ai voulu ouvrir une agence pendant cette période-là parce que je me suis dit, si j'arrive à l'ouvrir maintenant, si j'arrive à la développer maintenant, j'ai de très, très belles années devant moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un mois avant l'ouverture, j'ai mon banquier, mon comptable et mon associé qui m'ont planté en me disant non mais en fait on ne vous suit pas parce qu'on voit tous les comptes de nos agences qui sont dans le rouge et on a trop peur. Et quand mon associé m'a dit tout le monde nous lâche, je pense qu'il faudrait qu'on arrête, j'ai dit vous faites tout ce que vous voulez, mais moi je lâche pas parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je le fasse, je sens que je dois le faire, donc je vais le faire. Et peu importe, même si je ne sais pas encore comment, je vais le faire. 2 jours après, j'allais trouver un autre comptable, un autre banquier, puis c'était parti, j'ai ouvert en heure. Et là, tout le monde dit, mais tu es complètement folle. Et je dis, c'est bon signe en fait. Si on dit que je suis folle, c'est vraiment bon signe. Ça veut dire que je bouscule quelque chose. Ça veut dire que j'innove quelque chose. Et puis voilà, et puis on a bossé pendant 5 ans et ça a été fabuleux. Donc l'agence, tu la développes pendant 5 ans. Vous passez de quoi à quoi? Ça ressemble à quoi l'évolution finalement de cette structure? Alors, ça commence d'abord par une association avec une amie avec qui j'ai travaillé pendant, j'ai travaillé avec elle pendant 7 ans. Okay. Donc, on se connaissait très bien. Et en fait, j'ai su assez rapidement que je n'aurais pas dû m'associer avec elle. Donc, ça commence difficilement en désaccord avec elle. Mais je suis focus, j'avance, je produis à peu près 80% du chiffre d'affaires de l'agence, plus le développement, etc., etc. Et puis, très rapidement, je me rends compte que ça ne va pas le faire avec cet associé. Et je me rends compte au bout de 2 ans et demi que je ne comprends pas pourquoi je rentre autant de chiffres et qu'il en sort autant. Je ne comprends pas. Et je commence à m'intéresser aux chiffres et je vois que en fait, je suis à 6 mois du dépôt de bilan et qu'elle ne me l'avait pas dit et qu'elle était en train de me couler la boîte volontairement. Donc, je suis rentrée dans à peu près 1 an et demi de procédure judiciaire. Je l'ai mise dehors, etc. C'était très, très, très compliqué à gérer.
Et puis, il fallait quand même gérer l'équipe à côté, etc. Et donc, j'ai fini par lui racheter ses parts, très cher, mais c'était le prix de ma liberté. Et j'ai dit, ben, ça va être un challenge de plus, c'est-à-dire que comme je les ai achetés tellement cher, je veux que dans 2 ans, le prix que je les ai payés aujourd'hui, ça vaut 3 fois plus. Donc, c'était vraiment ça mon leitmotiv. Et quand il a fallu quand même remonter le chiffre d'affaires, hein, j'avais 6 mois pour remonter le chiffre. Et c'est là où c'était très intéressant parce que j'avais recruté une équipe où j'avais majoritairement des sportifs de haut niveau, enfin des sportifs professionnels, qui n'avaient pas spécialement de compétences dans l'immobilier, mais qui étaient venus chez moi parce que justement, je leur apportais toute la technique. Et eux m'ont appris beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils m'ont apporté l'état d'esprit. Et en fait, ensemble, donc il n'y en a pas un qui m'a lâché, on est tous partis dans cette aventure. On a dit on a 6 mois pour développer et doubler le chiffre d'affaires. Et on a explosé les scores. En 6 mois, on avait doublé le chiffre d'affaires. Et je l'ai fait avec une équipe qui n'avait pas de compétences techniques. Et ça, je suis hyper fière de le dire. Parce que ça a été, on pourrait croire de l'extérieur que c'était la pire des périodes, mais en fait, c'était la plus belle parce qu'on avait une rage d'y arriver. Et puis, on était porté par l'amour de porter et de sauver ce bébé, en fait, parce qu'on l'aimait trop, quoi. On aimait trop notre métier, on aimait trop ce qu'on avait construit. Et ça a été une aventure fabuleuse avec eux. Comment on embarque une équipe? Je suis sûr que ça peut intéresser, je vois qu'il y a quelques dirigeants. Comment est-ce qu'on embarque une équipe finalement dans un projet collectif quand les soucis qui sont les tiens à ce moment-là sont finalement perso? Tu vois, quelque part, la production de chaque conseiller, c'est leur problème. La réussite ou non de l'agence en tant qu'entité, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça peut l'être un peu moins. Comment est-ce qu'on embarque finalement tout le monde dans un projet collectif? Alors, je pense que on embarque une équipe avec ce que l'on est, avec notre personnalité, avec notre vraie nature. Et c'est vraiment le moment où justement notre véritable nature, elle doit ressortir. Parce que là, si on enfile un masque, c'est pas possible. Il faut être très transparent, très honnête, dire franchement les choses, parce qu'on a souvent tendance à vouloir les protéger, mais on n'est pas papa-maman. Et il faut vraiment avoir cette posture de dirigeant. Je suis le capitaine du bateau, je sais où je vais, je connais mon cap, je vous y amène. Par contre, il faut avoir l'envie de monter à bord. Voilà. S'il n'y a pas l'envie, effectivement, ça ne sert à rien. Et c'est vrai que je les ai toujours recrutés avec le cœur. Je les ai toujours drivés avec le cœur. Je suis très généreuse en termes de management parce que c'est ma façon d'être. C'est comme ça que je vois le management. Mais attention, ça appartient à chacun. Bien sûr. J'ai toujours été très proche de mes conseillers, avec une ambiance très familiale. On n'a pas peur de se dire les choses, comme une famille, parce qu'on vit ensemble, hein, clairement, on passe énormément de temps ensemble. Et il faut qu'on ait du plaisir à travailler ensemble. Et pour moi, le dialogue, c'est hyper important. Dès qu'il y a quelque chose, on discute. Et ça me semblait évident parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils voyaient très bien ce qui se passait, ils voyaient très bien comment j'étais. Je les ai convoqués en réunion et je leur ai parlé avec le cœur. Mais vraiment le cœur grand ouvert en leur disant voilà ce qui se passe, voilà moi ce que j'ai envie de faire. Moi, ce bébé, je ne veux pas le laisser tomber. Je vous garantis, même si vous me lâchez tous, s'il faut que je le fasse toute seule, je le ferai toute seule. Mais peu importe comment, je sais que j'y arriverai. Donc maintenant, si vous avez l'envie, allons-y, on va vivre un truc incroyable. Et il n'y en a pas un qui a eu peur. J'ai parlé vraiment avec mes tripes ce jour-là. Il y en a qui ont pleuré à la fin de cette réunion parce que c'était extrêmement touchant de se dire allez, ok, on y va tous ensemble. Ok, et on œuvre pour la même cause. Et en fait, c'est nous qui avons sauvé cette agence, c'est pas moi. Moi, je les ai invités à le faire avec moi et ils l'ont fait avec brio. Vraiment. Donc, tu redresses l'agence. Ouais. Donc, se passe combien de temps ensuite entre cet épisode-là, on va dire, et le moment où tu revends l'agence? Alors, le moment où je demande à mon ancien associé de me rendre les clés, de partir, dès l'après-midi, je les convoque, je leur parle, et dès le lendemain matin, on s'y met, quoi. De toute manière, je n'avais pas le temps. Donc, on y va. En 6 mois, la performance est là. Le banquier m'a dit incroyable, c'est bon. Et là, moi, là, il y a quelque chose qui retombe. Il y a le fait d'avoir sauvé ma boîte. Il y a le fait de l'avoir mise dehors, donc d'avoir cette pleine liberté maintenant de pouvoir piloter comme je veux. Et je tombe enceinte.
Et je me dis, il y a des signes que la vie nous donne et qu'il faut voir, qu'il faut accueillir. Et je me dis, mais waouh, c'est absolument magnifique. Aujourd'hui, je ressens l'envie de transmettre ce que je viens de vivre, il faut que je le transmette. Je ne peux pas le garder pour moi, c'est trop exceptionnel pour que je le garde pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti l'envie vraiment profonde de vouloir transmettre et de vouloir œuvrer à mon tour pour les autres et de rendre quelque part ce qu'on m'avait donné. Je crois que c'était ça, en fait. Ok. Donc là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu décides de faire autre chose, de vendre l'agence? Non, moi, je suis dans l'immédiateté, donc je tombe enceinte, ça commence à me travailler un peu, mais à ce moment-là, je ne sais pas encore que je veux vendre l'agence. Pour moi, je reste focus. Et puis un jour, j'ai vraiment aussi, je me retrouve toute seule dans mon agence un soir, et puis toute la journée, j'avais le ventre extra plat, comme si ma fille, en fait, sentait qu'il fallait qu'elle me laisse tout l'espace pour développer mon agence, etc. Et un soir, je me retrouve très tard, je crois que c'était 23 heures, j'étais encore au bureau. Et là, j'ai mon ventre d'un coup, mais qui prend toute sa place. Et pour moi, c'était ma fille qui me faisait le signe de dire, voilà, maintenant, je suis là. Il y a aussi ça comme projet, il y a aussi ça comme bébé. Et il est peut-être temps de voir autre chose. Ok. Et le soir même, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, je vends l'agence. Ok. Donc, tu as vendu l'agence et c'est là que tu rentres à la MEPI, c'est ça? Donc Ouais, là, on est en. Non, d'abord, tu prends un peu de temps pour toi, j'imagine, c'est ça? assez peu finalement, parce que le lendemain, je prends mon téléphone, en un coup de fil, je vends mon agence. Donc ça se fait très rapidement. Bon, par contre, la vente est plutôt longue, c'est entre 6-7 mois, là, ça se passe, entre-temps, j'accouche aussi, donc voilà. Et puis, je m'occupe de ma petite pendant 6 mois, et je suis tout de suite démarchée, en fait, par le fichier MEPI national. Ok. Et donc, j'intègre 6 mois après le fichier MEPI. Ok. Et là, tu prends donc la direction de l'animation pour le Sud-Est. Exactement, tout le Sud-Est France. Je prends en charge l'animation, le développement et la fidélisation des adhérents. Ouais. Et en tout Ok. cas, entre 450 et 500 agences à peu près. Et là, on est en 2016? Je commence chez eux 2 janvier 2018. 2018. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que cette expérience t'apporte toujours pour nous amener à la réflexion vers laquelle on vient? Qu'est-ce que cette nouvelle expérience à la MEPI, du coup, t'apporte? Tu l'as évoqué déjà un petit peu tout à l'heure en disant, Ouais. là, tu découvres qu'il y a une forme de distorsion de la réalité entre ce que tu croyais être la norme, c'est la possibilité pour une jeune femme de créer une agence immobilière pérenne, et puis tu Ouais. découvres que c'est pas la réalité dans le fichier MEPI. En fait, à ce moment-là, déjà, moi, je prends beaucoup de plaisir à sortir de mon agence, à prendre ma voiture et aller voir le monde. Moi, je dis toujours, je suis allée voir le monde parce que je suis sortie de mon réseau, je suis allée voir toute agence confondue, de tous les niveaux, de toutes les enseignes, de tous les profils. Et ça a été une vraie richesse pour moi. Et puis très rapidement, effectivement, j'ai été percutée par l'absence des femmes en réunion patron. Et puis là où j'ai eu un vrai déclic, c'est peut-être 6 mois après une formation, j'étais très, très contente de moi, de ma performance. Et j'ai une femme qui vient me voir à la fin de cette formation et qui vient me dire, mais vraiment discrètement, un peu honteuse, en disant, j'adore ce que vous faites, vraiment, je rêverais de faire ce que vous faites. Et elle avait des étoiles dans les yeux. Je dis, bah oui, mais tout est possible, bien sûr. Si vous voulez des conseils, je peux vous aider. Et à ce moment-là, elle me dit, mais c'est pas pour moi. Et je dis, pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, mais parce que moi, j'élève mes 2 enfants, je suis toute seule et je ne peux pas le faire, quoi. Et là, je me suis dit, Marielle, tu as loupé un truc, tu étais super contente de ta formation, mais en fait, tu n'as pas aidé tout le monde, quoi. Et en fait, elle t'a pas vu. Tu n'as pas vu que, en fait, elle avait quelque chose de plus grand en elle. Elle vibrait quelque chose de plus haut et de plus grand. Et je ne pouvais pas l'aider à ce moment-là parce que le fichier MEPI, c'est aussi très politique. On a une posture très neutre à avoir et je ne pouvais pas avoir les moyens de le faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, comment je peux le faire en dehors de la MEPI? Et l'idée d'écrire ce livre m'est venue à ce moment-là. Donc à ce moment-là, tu commences à travailler sur un livre sur lequel tu continues de travailler. Ouais. On touche au but. Mais du coup, l'idée derrière ce livre, c'était justement d'aller à la rencontre de ces femmes de l'immobilier, essayer de les comprendre, c'est ça la démarche? En fait, j'ai utilisé clairement mon poste à la MEPI pour mettre à bon escient, en tout cas, ma mission. Et j'ai profité d'aller les voir dans leurs agences pour qu'elles me parlent à cœur ouvert de ce qui se passe aussi derrière le rideau. Parce qu'on voit, nous, la façade,
Mais moi, je sais, j'ai été à leur place, je sais ce que l'on vit. Il y a une certaine solitude parfois qui peut s'installer. On a besoin de partager, on a besoin aussi d'évoluer. On est des êtres d'évolution, on est 7 milliards sur cette terre. Donc, on est des êtres de lien, on a besoin d'être connectés. Et il n'y en a pas une qui m'a refusé de participer à l'écriture de ce livre parce qu'elles étaient honorées qu'on leur donne la parole. Elles étaient honorées qu'on s'intéresse à ce qu'elles vivent, que ce soit professionnellement comme personnellement, parce que l'aspect personnel entre femmes est autant évoqué que l'aspect professionnel, parce que la femme est multidimensionnelle et qu'aujourd'hui, elle a plusieurs journées dans sa journée. Et qu'aujourd'hui, elle a plusieurs choses à penser. Et aujourd'hui, elle a besoin de s'accomplir autant personnellement que professionnellement, parce que sinon, pour elle, c'est un tout. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre. Et l'aspect personnel est très important. Je veux voir quand je veux mes enfants, je veux pouvoir me libérer du temps pour moi, mais je veux également être dans mon agence et réaliser des performances. Et ça, c'est possible. Parce que je suis allée à la rencontre, elles m'ont expliqué comment elles faisaient. Et elles le font toutes d'une façon très différente, singulière, parce qu'elles le font avec leur personnalité. Mais elles le font avec brio parce que, justement, elles sont elles-mêmes. Voilà. Et ça, c'est magnifique. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça fait écho à une réflexion que je me faisais ce week-end. Entre-temps, on a Joël qui nous dit un nouveau livre, fais de la place sur l'étagère, Seb. Mais il y a toujours de la place pour des livres, surtout sur ces sujets-là. Et je pense qu'après, on évoquera aussi la raison pour laquelle on discute avec Marielle, parce que c'est aussi un sujet qui me touche à titre perso. Mais je me faisais la réflexion ce week-end. Tu sais, ma femme, elle dit souvent, je pense qu'on est éduqué un peu différemment sur ce sujet-là, ce truc de dire, tiens, mais on peut pas tout avoir. Tu sais, quand on dit on peut pas tout avoir, tu sais, comme quoi il y a toujours un revers de la médaille à quelque chose, ou que faut déjà se contenter de ce qu'on a, ou etc. Et en fait, moi, je suis câblé, mais 100% à l'opposé, si tu veux, parce que je suis un peu capricieux sur les bords, dans le sens où je pense, et je crois que c'est un message qu'on doit passer à tous les professionnels de l'immobilier, qu'on a le droit d'avoir l'ambition de vouloir tout avoir dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je sais pas, quand on m'a dit, tu sais, un formateur, ça ne peut pas faire plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires en sous-traitance d'un organisme de formation parce que ça ne peut pas faire plus de 100 journées de formation dans l'année, etc. Non, toi, c'est le truc, je n'avais pas envie d'entendre ça. Et comme quoi, il faudrait se contenter de quelque chose. Dans la même conversation, on m'a aussi dit, ah oui, mais je t'ai toujours vu comme quelqu'un de trop gentil. Comme si, encore une fois, on ne pouvait pas être et entrepreneur accompli et juste le faire avec un socle de valeurs, etc. Enfin, tu vois, on veut opposer les choses comme si on ne pouvait pas embrasser la totalité d'entre elles. Et je pense que c'est un message qu'on doit faire passer, c'est qu'on a le droit d'avoir l'ambition de vouloir tout avoir. Et c'est pas... Encore une fois, pour reprendre des conversations qu'on a parfois avec ma femme, et je pense que ça peut être intéressant, c'est pas ne jamais être satisfait de rien. Elle, son regard sur moi, c'est de dire t'en veux toujours plus. Et dans le t'en veux toujours plus, c'est pas une question quantitative, c'est une question qualitative. T'en veux toujours plus, t'en veux. Et en fait, comme si j'étais jamais satisfait. Mais en fait, quand tu as cet esprit de croissance permanente et que tu as juste envie de croître et d'être toujours meilleur chaque jour, je trouve que c'est ce qui nous fait sentir vivants. Enfin, quand tu regardes les personnes âgées, les plus en forme, les plus alertes sont celles qui ont toujours des projets, en fait, qui ont toujours envie de croître. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais je suis pleinement d'accord. D'abord parce que quand j'entends ces pensées de merde, hein, je me permets d'utiliser ce terme parce que c'est vraiment dégueulasse de se dire ça, qu'on est capricieux, qu'on ne peut pas tout avoir. Pour moi, c'est de la maltraitance. C'est-à-dire que de se dire, de se raconter ça, c'est vraiment dégueulasse vis-à-vis de nous parce que ça ne nous fait pas vibrer haut. Et en plus, ce sont les conditionnements des autres. Ça ne nous appartient pas. En fait, les autres ont le droit de penser ça. Si c'est leur vérité à eux, c'est OK. Moi, ce n'est pas la mienne. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Le mot impossible, pour moi, il ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il m'énerve. C'est un terme qui m'énerve parce que justement, on peut tout faire. Enfin, je veux dire, on connaît tous des gens, et je ne sais plus son nom, celui qui a traversé la Manche sans bras, sans jambes. Très croisant. Voilà. Souvent, je pense à lui, je me dis, attends, on n'a pas le droit de dire que c'est impossible. Il y en a qui traversent la Manche sans bras, sans jambes. Alors, si lui y arrive, pourquoi nous, on ne peut pas arriver à faire ça à notre niveau? Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est des conditionnements qui ne sont pas les nôtres. Et il faut être très, très vigilant par rapport à ces conditionnements-là parce que
il crée une réalité qu'on n'a pas envie de vivre. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est que on se doit d'avoir une hygiène de vie sur nos pensées, de faire attention à ce que l'on pense, de nettoyer nos pensées qui ne seront pas aidantes pour réaliser des projets, et puis rêver, parce que le rêve, ça fait partie de la vie. Enfin, on est sur cette terre pour vivre nos rêves, et c'est ce que j'appelle, moi, la boîte à rêves. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réalise un rêve, ben, il y en a un autre qui arrive. Et puis dès qu'on le réalise, il y en a encore un autre qui arrive, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas qu'on est des éternels insatisfaits, c'est qu'on vit nos rêves. Puis on évolue. On est fait comme ça, on est fait pour ça. Dès qu'on en réalise un, il y en a un autre qui arrive. Et je nous souhaite d'en avoir jusqu'à la fin, parce que c'est ça qui est magnifique. Et heureusement qu'il y a des gens qui rêvent et qui les réalisent, parce que le monde aujourd'hui a besoin de gens qui réalisent ses rêves. Et si aujourd'hui, je mets de la valeur sur l'importance que les femmes entreprennent leur vie et entreprennent dans l'immobilier, c'est parce qu'il y a un vrai impact, un vrai enjeu sociétal aujourd'hui. Tu sais, je suis en train d'écrire actuellement un article pour un magazine féminin, et je suis la première à prendre la parole pour les femmes dans l'immobilier. La rédactrice me dit, c'est une parole qui est unique, parce que c'est un sujet qui n'a été jamais abordé. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout le monde connaît le sujet, tout le monde en parle, mais en surface. Personne ne le développe. Pourquoi? Alors que c'est tellement important. Et j'étais très émue quand j'ai commencé à écrire cet article, parce que je l'ai commencé quelques heures après l'annonce des États-Unis, de leur annonce, en fait, de leur plan de 12 milliards d'euros dédié à l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est historique? Ça veut dire que le monde, il bouge. Ça veut dire que le monde, il est prêt. Ça veut dire que le monde attend les femmes dans l'entrepreneuriat. Mais c'est absolument fantastique. Et ça, il faut y mettre de la valeur et de l'importance. Voilà, on est importante. Et je dis toujours, ne prenons pas notre place. Parce que dans prendre ma place, pour moi, il y a une connotation où on me la donne, où on me l'offre, où je dois être méritante pour ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Créons-la. Il y a créer notre place. Clairement. Il y a Geneviève qui nous dit yes, tout est possible, croire en ses rêves, obtenir mon bachelor IMO à 54 ans. Philippe qui cite une phrase que je dis très souvent, c'est donc fait est mieux que parfait. Geneviève nous dit Marielle, merci Marielle de nous représenter. Je voulais évoquer un sujet qui date pas plus tard qu'hier. Bah, tiens, pour redonner un peu de contexte, on dit qu'aujourd'hui, on a à peu près la parité de conseillers et de conseillères sur le terrain. On arrive à peu près à une forme de parité. Et on en avait déjà discuté. Dans mes programmes d'accompagnement et de coaching, on a 70 à 75% de femmes, alors que ce n'est pas la proportion naturelle dans la profession. Ouais. Donc ça, c'est une première réalité et je voudrais qu'on y revienne. La deuxième, c'est qu'hier, j'ai animé une conférence dans le cadre d'une convention d'un réseau de mandataires. Et du coup, j'ai assisté à la convention. C'était en ligne, mais j'ai assisté à la convention. Et puis, il y avait un peu une petite remise de résultats, de récompenses, tu sais. Et donc, les trois des quatre premiers ou premières du réseau sont des femmes. Et donc, dans ce réseau-là, elles surperforment. Je pense dans beaucoup d'entre eux, d'ailleurs. Et alors, au-delà de s'être à moitié excusées lorsqu'elles ont pris la parole, de devoir expliquer comment elles faisaient, elles ont cité notamment deux d'entre elles, je me souviens très bien, c'était Sandrine et Sybille, qui disaient, on leur demandait de parler un petit peu de leurs secrets. Donc d'abord, au lieu de donner leurs secrets, elles ont donné une faiblesse. Et la faiblesse qu'elles ont citée sont leurs plus grandes forces, puisqu'elles ont toutes les deux parlé d'empathie. Et en fait, si tu veux, elles ont toutes les deux parlé d'amour de leurs clients. Donc ça, forcément, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, non seulement elles ont parlé d'amour de leurs clients, en expliquant qu'elles avaient une grande empathie, mais que c'était une forme de faiblesse, sous-entendant quelque part que c'était usant, c'était épuisant, que quelque part, se dédier à ses clients, etc., c'était prenant. Je pense qu'elles évoquaient une forme de charge mentale, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux réalités? La première, la volonté, à mon avis, chez ces femmes-là, d'être OK avec le fait de se faire coacher, de se remettre en cause. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elles sont surreprésentées dans nos programmes d'accompagnement. Et à côté de ça, le fait qu'elles performent, mais qu'elles s'excusent de le faire. Ouais, c'est assez… symptomatique finalement de la situation. Oui, je le vois très souvent et c'est aussi…
moi, je suis très… ça me touche beaucoup, en fait, de voir les femmes s'excuser de ça. C'est pas pour rien que aujourd'hui, j'en ai dédié mon activité, parce qu'il y a un vrai conditionnement, c'est-à-dire que la femme, globalement, hein, dans toute sa généralité, est dans une capacité de suradaptation. Et cette capacité de suradaptation fait qu'aujourd'hui, si elle ne rentre pas dans le moule qu'on nous a appris, que la société nous a montré, elle a l'impression de sortir du cadre. Et comme pour moi, selon moi, on ne parle pas assez, on ne met pas assez en lumière les performances féminines, elles ont du coup la sensation de ne pas rentrer dans le cadre. Alors que quand un homme performe, c'est normal. Quand une femme performe, c'est un peu gênant pour elle, parce que c'est moins normal. Et c'est ça aussi qu'il faut venir briser les carcans qu'il y a autour de ça, et de ne pas faire de la performance féminine une exception, quelque chose de waouh, c'est un truc de fou. Non, c'est normal, ça doit être normal. Et aujourd'hui, quand je vois les talents féminins, alors tant mieux s'il y en a qui performent, mais il y en a qui ne sont pas encore mis en lumière. Cette notion d'empathie, même si je n'aime pas compter les points des qualités que certains ont et certains n'ont pas entre hommes et femmes. Elle est plus naturelle, c'est plus naturel chez les femmes. Voilà, en fait, aujourd'hui, voir plus de femmes entreprendre dans l'immobilier, pour moi, c'est vraiment un rêve altruiste et pas féministe. Donc, au contraire, on le fait et on en parle. Tu vois, je suis très fière et honorée d'en parler avec toi, un homme, parce qu'on a besoin des hommes, on a besoin de tous, des uns et des autres pour le faire. Ce n'est pas un combat l'un contre l'autre. Mais aujourd'hui, l'empathie est, on va dire, beaucoup plus assumée chez une femme parce que c'est une qualité naturelle en nous. Ça ne veut pas dire que l'homme n'en a pas. Ça veut juste dire que nous, c'est naturel, on ne le calcule pas, il n'y a pas de stratégie avec ça. Et quand il n'y a pas de stratégie, le client le ressent. Et tout ce qui est naturel chez nous permet de performer. Et l'empathie chez la femme en fait partie. Ce n'est pas la seule qualité naturelle, mais effectivement, c'est l'une de ses grandes qualités parce que le client se confie plus facilement à elle, lui donne beaucoup plus d'informations personnelles et elle, ça l'aide à transformer sa vie, forcément. Le temps passe, je vois que le temps passe vite, malheureusement. N'hésitez pas à continuer de commenter et de poser vos questions. Maintenant, comme en replay d'ailleurs, on prendra le temps de vous répondre et je sais que Marie le fera avec grand plaisir. Quand je disais tout à l'heure que c'est un sujet qui me touche particulièrement, on en a souvent discuté tous les deux, Marielle. Je l'ai assez peu évoqué finalement publiquement, entre guillemets, sauf j'en parle un petit peu dans le livre, mais dans le mien du coup cette fois. Mais il y a cette idée, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très honoré d'accompagner beaucoup de femmes dans ce métier-là, qui ont cette volonté d'embrasser encore une fois leur réalité dans son intégralité, c'est-à-dire être en capacité d'être femme, mère, entrepreneur, etc. Et de réussir l'ensemble de ces dimensions-là. Moi, j'ai été élevé par une mère qui travaillait beaucoup, que j'ai pas beaucoup vu fondamentalement. Et je me suis toujours juré dans mon parcours entrepreneurial, finalement, de me créer les contraintes qui seraient les bonnes pour ma vie de famille, pour pouvoir passer du temps avec mes enfants, etc., parce que c'était important pour moi. Sûrement que j'avais envie de réparer quelque chose ou de ne pas faire vivre la même chose à mes enfants. Donc, ce sujet de ces conseillères en immobilier ou ces dirigeantes d'agence qui ont cette volonté de pouvoir concilier le meilleur des mondes, voilà, moi, j'ai très envie de les aider à faire tout ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le hasard, mais ce n'est pas forcément le hasard, a fait qu'on se rencontre sur ce sujet-là. Comment est-ce que tu accompagnes finalement ces femmes à embrasser l'ensemble de ces réalités-là et à s'accomplir finalement pleinement? Ça, c'est une question. Et la deuxième question sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est la place de leur mari dans tout ça. Parce que je crois que j'ai fait une vidéo une fois sur YouTube. Moi, j'ai beaucoup de conseillères que j'accompagne qui sont en difficulté, qui ressentent une forme de pression à la maison, de réussir. C'est-à-dire, OK, tu as voulu te lancer dans ce projet-là. Peut-être que ça déstabilise certains équilibres. Donc, tu as intérêt à ce que ça réussisse, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, la première question, qu'on ne s'égare pas, redis-moi ta première question. La première question, c'est sur comment est-ce que finalement tu permets à ces femmes de s'accomplir dans l'ensemble de ces… J'ai cité 3 dimensions, il y en a peut-être plus.
bien sûr. Alors, d'abord, je crois en la force de l'exemple. C'est d'ailleurs la première approche qui m'est venue très naturellement dans ce livre. Pour moi, c'était évident de montrer qu'on pouvait le faire, que les femmes peuvent avoir une vie ordinaire. C'est pas pour autant qu'elles ne sont pas extraordinaires. Et aujourd'hui, moi, je montre dans mon livre justement des femmes qui sont Madame tout le monde et qui pourtant se sont créées une vie exaltante parce que justement, ça correspondait à leur style de vie. Parce qu'aujourd'hui, réaliser des performances, on ne peut les réaliser que si ça correspond à notre style de vie. Et peu importe finalement, c'est celui qui nous correspond. Si c'est de me dégager 2 jours par semaine pour être avec mes enfants, c'est OK. Si c'est pour ne pas les voir de la semaine, c'est OK. Il n'y a pas de jugement avec ça, du moment que ça correspond à notre style de vie. Et aujourd'hui, moi, j'ai ça m'a forgé vraiment une très belle expérience d'aller rencontrer ces femmes pour qu'elles m'expliquent leur parcours. En fait, leur frein premier, c'est le temps, c'est comment je me dégage du temps, comment je suis sur tous les fronts. Voilà, on a cette pression sociale infernale de dire il faut que je sois de partout. Et en fait, de ce frein, en fait, c'est ça notre levier. Notre frein est notre levier. Je m'explique. Moi, j'ai rencontré des femmes et dont une qui m'a particulièrement touchée, qui est à Besançon et qui a un jour appris l'handicap physique de son fils, qui allait forcément bouleverser sa vie, changer toute sa vie. Elle était déjà une très bonne conseillère dans une agence immobilière en tant que salariée. Mais elle s'est rendue compte très rapidement que le salariat n'était pas compatible avec le temps que lui demandait son fils. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé son agence immobilière pour justement se créer cette liberté. Ouais. Donc, elle a créé une prospérité financière autour de son activité pour se libérer du temps. Et aujourd'hui, elle libère quand même 2 jours et demi par semaine. Pour son fils, c'est énorme. Enfin, ça peut sembler énorme. Ça veut bien dire que c'est possible, puisque si elle y arrive, pourquoi pas nous? Donc aujourd'hui, c'est de se dire comment moi je les accompagne, ces femmes. Je les accompagne sur leur système de pensée, sur leurs croyances, parce qu'aujourd'hui, à l'extérieur, rien ne les empêche de le faire. Mais absolument rien. Au contraire, tout le monde pousse à ce qu'elles le fassent. Moi, je n'avais pas tout ça quand je me suis montée. Il n'y avait pas des groupements de chefs d'entreprise féminins. Il n'y avait pas de prêt d'honneur pour les femmes. Il n'y avait pas d'organisation de déblocage de fonds national pour l'entrepreneuriat féminin. Il n'y avait pas tout ça. C'était il y a 10 ans. Donc, ça veut bien dire qu'on a besoin des femmes et que tout le monde œuvre pour les inciter. Et pourquoi il y en a encore trop peu? C'est parce que c'est elles qui s'empêchent de le faire. Et aujourd'hui, pour moi, les leviers pour les aider à débloquer ces croyances-là, c'est de se faire accompagner. Pour moi, c'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen très puissant et très rapide pour atteindre un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous avez ce rêve qui vous chatouille à l'intérieur de vous, qui vous empêche de dormir. Quand vous y pensez, vous avez le sourire. Et puis vous vous sentez en distance avec ce que vous faites actuellement parce que vous sentez que vous pouvez œuvrer plus grand, plus loin. Vous avez envie de contribuer au monde. Ben, ça veut dire que ce rêve, il faut le faire parce qu'on a les aptitudes de nos rêves. Vous ne rêvez pas pour rien. Si vous rêvez de faire ça, c'est parce que vous avez la capacité de le faire. Moi, à aucun moment, j'ai rêvé d'être une basketteuse professionnelle. C'est parce que je sais que je n'en ai pas les aptitudes. Voilà. Mais si aujourd'hui, j'ai cette mission d'aider les femmes, c'est que j'en ai la capacité. Et ça, il faut, à partir du moment où vous voulez être à cet endroit, vous avez le droit d'être à cet endroit-là. Il n'y a pas de question de légitimité à avoir. Je voudrais qu'on en profite pour… on a quelques hommes qui sont là et qui sont fidèles au rendez-vous. Ori, parce qu'il a bien compris, Ori, qu'il était en minorité sur ce live, donc il propose d'échanger de vive voix. Et tu pourras le faire parce que, par contre, prévois 2-3 heures devant toi, parce qu'Ori, il est un peu bavard. Et du coup, Philippe, qui lui prend la parole, et je pense que c'est une parole qui doit être entendue aussi parce que c'est, je trouve, relativement d'actualité. Philippe nous dit, donc, je vais normalement faire réagir fortement. Il y a des femmes merveilleuses comme Marielle, Émilie, etc. Mais il y a également des femmes qui souhaitent émasculer les hommes, alors que nous pouvons tout à fait travailler en parfaite harmonie et performer ensemble. On a quand même une espèce de… Dans tous les combats, d'une certaine manière, on a les versions les plus extrêmes, je pense, des combats. On voit beaucoup ça aussi. C'est quoi
ta position. Et Aurélie nous dit, je ne suis pas bavard. Je ne suis bavard qu'avec les bavards, je m'adapte. Donc, Aurélie saura s'adapter. Alors, vraiment, pour moi, c'est vraiment un parti pris. Je n'incite pas les femmes à descendre dans la rue, revendiquer ce qu'elles sont capables de faire. Moi, j'ai beaucoup échangé avec Christine Fumagalli, qui est encore, peut-être pour quelques heures, je ne sais pas où en sont les élections, mais qui est en tout cas la présidente du réseau Orpi France, qui est quand même l'un des plus gros réseaux de franchise immobilière en France. Et c'est une femme qui est à la tête de ce réseau. Forcément, je l'ai questionnée pour savoir comment elle a fait. Et c'est très intéressant parce qu'à aucun moment, elle a écrasé les autres. À aucun moment, elle a dû crier plus fort. Elle a œuvré avec son cœur, là où ça l'a appelé naturellement. Elle s'est engagée, elle s'est dévouée à sa mission. Et c'est comme ça qu'elle a grimpé naturellement et sans froisser personne. Et moi, j'y crois à ça. J'ai vraiment la croyance qu'avec l'amour, de toute manière, il y a l'amour et la peur. Ce sont les deux émotions les plus puissantes, dans le positif comme dans le négatif. Donc, la peur est vraiment le plus gros frein que vous pouvez avoir, qui vous limite. Et à l'inverse, vous avez l'amour qui est le plus grand des leviers pour fédérer et pour réussir des performances incroyables. Et je crois en l'amour dans notre métier, c'est-à-dire l'amour de notre métier, l'amour de nos clients, mais aussi l'amour des gens avec qui on travaille et l'amour de nous-mêmes. Parce que pour moi, c'est rêver, oser, pour moi, c'est s'aimer. Et par amour pour vous, faites-le. Faites-le parce que si ça vous anime, ça veut dire que vous allez le transmettre et que si vous rêvez de ça, c'est qu'il y a déjà à l'extérieur des gens qui l'attendent. Et le monde a besoin de talents. Et il n'y en a pas assez de talents féminins qui sont mis en lumière. En tout état de cause, homme ou femme, le vrai sujet qui nous anime finalement ici, c'est permettre à un maximum de personnes d'exploiter leur plein potentiel, chacun le faisant ensuite avec sa sensibilité, avec ce qui le touche. Tu parlais du cœur et avec ce qui l'appelle. Mais le vrai sujet ici, c'est de permettre à un maximum des conseillères immobiliers en France d'accomplir leur plein potentiel en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est vraiment le sujet qui nous rejoint. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à être ravis de ce sujet-là. On verra si on arrive à faire des choses avec Marielle pour vous apporter beaucoup plus de contenu aussi sur ce sujet spécifique et donner la parole également à beaucoup plus de femmes. Donc, on verra ce qui pourra se passer d'ici la fin de l'année. Je vous propose qu'on passe sur la fin de notre rendez-vous. En attendant, continuez de poser vos questions et de commenter. Marielle, du coup, sur ces 17 années, et c'est les questions habituelles que je pose, c'est quoi pour toi la qualité numéro 1 finalement d'un conseiller ou d'une conseillère en immobilier? La qualité numéro 1, c'est d'être soi. Je dis toujours, on ne vient pas dans l'immobilier avec ce que l'on a, mais on vient dans l'immobilier avec ce que l'on est. Et pour moi, le domaine de l'immobilier est l'un des domaines les plus propices et ouverts à justement révéler des talents, parce que qu'on ait les plus grands des diplômes comme pas du tout, on peut le faire. Et moi, ça, j'adore me dire qu'on a des domaines comme ça qui sont pleinement ouverts à tous, peu importe d'où on vient, peu importe notre point de départ, on est tous égaux là-dessus. On peut tous y arriver et s'épanouir dans cette profession-là qui, je le rappelle, est l'un des plus beaux métiers au monde puisqu'on met quand même au monde les rêves des clients. Et ça c'est magnifique parce qu'on est impactant dans la vie des gens. Les gens se souviennent de nous quand même sur un moment clé de leur vie. Et ça, il faut y mettre de la valeur. Et je veux voir des agents immobiliers qui mettent de plus en plus de valeur dans leur discipline. Mais aujourd'hui, pour moi, l'immobilier, c'est plus qu'un métier. Pour moi, c'est un art. C'est un art que l'on doit façonner, que l'on doit développer avec notre propre personnalité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les plus grands performeurs, ce ne sont pas ceux qui appliquent une technique ou un outil. C'est ceux qui sont eux-mêmes. Parce que la plupart du temps, quand vous leur demandez « mais comment tu fais ?» ils te disent « je ne sais pas ». Mais oui, parce qu'en fait, c'est tellement naturel chez eux, ils utilisent tellement d'aptitudes qui sont naturelles que pour lui, c'est normal ce qu'il fait. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des qualités d'être soi-même. C'est aussi peut-être le plus difficile.
Bien sûr, ça demande à bien se connaître, etc. Donc, c'est plutôt un sujet de l'être et pas un sujet de l'avoir. En tout cas, c'est ce que tu nous dis. OK. Est-ce que tu as une ressource à recommander aux conseillers ou conseillères qui nous écoutent, un livre, par exemple, que tu recommanderais aux agents IMO? J'en ai un premier parce qu'il est toujours dans mon champ de vision, parce que j'oriente mes pensées, hein, moi, au quotidien. C'est un livre qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais qui est assez exceptionnel, puisque ça permet aux agents immobiliers de les aider à contribuer davantage pour le monde et d'avoir une vision extra large. C'est un livre du docteur Dane Eyre, c'est « Sois toi et change le monde ». Yes. Et ça, c'est exceptionnel. Et si c'était le moment, j'ai envie de dire, et si c'était urgent, en fait. Il est urgent d'être soi-même pour changer le monde. Merci beaucoup, Marielle. On a donc Ori nous dit donc j'invite pour ceux que ça intéresse à regarder avec attention la menace du stéréotype. Okay. Les choses sont souvent beaucoup plus complexes que l'on ne pense, mais je plus sois à l'envie et l'énergie et le talent de Madame. Merci à tous encore une fois pour votre fidélité à ce rendez-vous. Faites-nous un petit coucou pour nous dire au revoir. Mon petit doigt me dit qu'il s'agissait du dernier live de la saison. Je sens de moins en moins de monde. On a eu le député Michael Nogal la semaine dernière, Marielle, et je sens que ça commence à tirailler. Donc, ce sera le dernier Expresso de Rassemblimo de la saison. Mais on revient plus grand, plus fort dès le mois de septembre avec plein de nouveaux invités, toujours en live, toujours le mardi matin sur ce rendez-vous de 9h. Merci vraiment à tous pour votre fidélité à ce rendez-vous. Je n'ai pas préparé le truc, donc je ne sais pas quel numéro on en est. Pas loin d'une centaine, à mon avis. Voilà, donc on continuera d'être fidèles pour vous pour une 3e saison de l'Expresso de Rassemblimo. C'est le moment de nos petits commentaires de la fin. Merci Marielle pour ce magnifique témoignage. Joël nous dit top cette interview. Bravo Marielle et merci à vous deux. Nathalie, j'ai passé un moment génial. Marielle est top. J'adore cette personnalité. Anan, merci pour ce moment. Ori, merci à vous deux, c'était très cool. Émilie, superbe interview. Merci à tous les deux. Topissime, nous dit Anan. Il y a trop de love, c'est magnifique. Merci infiniment pour ce live également à Sébastien pour l'invitation de cette belle personne. Oui, une nouvelle saison, très inspirant, pas vu passer de temps. Bref, merci à tous d'avoir été encore une fois présents sur ce live. Merci de votre fidélité. On vous retrouve encore une fois nombreux dès le mois de septembre. Marielle, merci infiniment pour le temps accordé. Olivier, Olivier, tu laisses rien passer, quoi. J'ai 3 petites questions à la fin. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais en faire que 2 parce que le temps est passé vite et il me fait remarquer que je n'ai pas posé la 3e. Ben, ce sera pour la prochaine fois. Olivier, en tout cas, tu tiens là, à mon avis, une invitée pour le Grand Talk, si tu souhaites. Je pense que ça peut être intéressant. N'hésite pas à contacter Marielle. Voilà, merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très, très vite ici ou ailleurs. Et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao!